Bonjour Nicolas. Bonjour Benoît. Je te remercie de prendre quelques minutes pour partager avec nous ton expérience en tant que MSP. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par nous présenter Asten et puis ton rôle au sein d'Asten? Oui, déjà comme l'indique mon fonds, on fête nos 30 ans. Donc le groupe Asten, on est basé à Brest en Bretagne. On est 140 collaborateurs basés essentiellement sur Brest et un petit peu sur la région rennaise pour 350 clients actifs. On a 4 pôles d'expertise. Asten Retail qui est éditeur d'une solution d'encaissement à destination des acteurs de la grande distribution. On va avoir Asten Lab qui fait du développement d'environnement applicatif vraiment bien dédié métier. Et Asten Cloud, dont je fais partie, on est propriétaire de 2 data centers qui sont présents sur la métropole brestoise, certifiés ISO 27001 et HDS, et on propose tout un panel de services. Et donc, pour compléter nos équipes d'Asten Cloud, on a lancé une BU Asten Cyber depuis quelques années. Et c'est eux qui sont les garants de notre sécurité et qui assurent à la fois des prestations de Red Team, donc là vraiment des attaques, du pentest, de l'intrusion physique, et également de la Blue Team pour toute la partie sensibilisation, hardening, défense, et en tout cas limiter au maximum le risque cyber. Donc vous êtes plutôt avancé en termes de cybersécurité. Est-ce que tu peux nous parler rapidement des solutions que vous proposez, les solutions EZ que vous proposez notamment, et qui font écho aux menaces qui sont celles que rencontrent les clients? Oui, alors on est assez avancé ça depuis pas mal d'années parce que même si aujourd'hui le contexte cyber il est quand même plutôt bien anxiogène et bien relayé dans les médias, on propose de l'hébergement depuis les années 2000, donc on a été déjà en avance de phase sur venir sécuriser l'infrastructure de nos clients dans nos coffres forts. Et ces coffres forts, au fur et à mesure, on a fait évoluer, on les a sécurisés au maximum. Et donc ça passe par de l'approche justement antivirus, cyber, EZ, ou même tout autre type d'outils sur la partie firewalling et tout ce qui peut être fait autour. Donc, au niveau aujourd'hui de l'actualité cyber, le gros changement qu'on a, c'est l'arrivée de la partie EDR qui vient un peu bousculer nos offres et toute la partie SOC associée, et où on a eu besoin d'un accompagnement de proximité par un partenaire, et le partenaire qui a été sélectionné en tout cas pour cette partie-là est EZ, et pour pouvoir vraiment réussir à proposer une solution tout en un, de l'antivirus, l'EDR et le suivi de cet EDR par des équipes de haut niveau. Et tu évoques donc l'EDR. À quel moment est-ce que vous avez eu un basculement entre l'EPP et cette nécessité d'ajouter l'EDR et des technologies complémentaires, à la fois pour vos clients, mais également certainement en réaction aux menaces qui sont celles que l'on voit aujourd'hui? Je dirais que c'est difficile de trouver une année où c'est arrivé. On va pouvoir plutôt prendre l'approche post-Covid, qui est plutôt D'accord. une date de référence maintenant, d'un point de vue cyber, parce que l'actualité cyber a été très très riche sur cette période de Covid, notamment pour les hôpitaux, et on a été mis à contribution là-dessus par nos clients. Et je pense que l'EDR est vraiment arrivé post-Covid. Mais reste aujourd'hui pour autant quand même minoritaire sur la défense, parce que on voit que certains de nos clients prospects démarraient d'assez loin. Et déjà certains, et c'est l'avantage aussi du modèle MSP, je pourrais en dire un peu plus tout à l'heure, c'est que on est sur une proposition d'un service managé qu'on suit, et quand on a vu qu'on avait des clients qui disposaient d'un parc avec une protection partielle, voilà, j'ai des licences par-ci pour d'une solution antivirus, d'une autre solution, ou pas du tout, on démarrait déjà d'assez loin, donc on est venu déjà hausser le niveau et suivre avec une protection classique antivirus qui permettait de rentrer dans le budget, parce que c'est aussi une des contraintes aussi de nos clients, c'est l'approche budgétaire quand on veut commencer à hausser le niveau de sécurité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, le point important qu'on a fait, c'est qu'on avait démarré notre modèle MSP avec de l'EZ édition Entry, premier niveau, qui était ce qu'on avait en équivalent avant sur l'ancien système de protection qu'on proposait. Et au bout de quelques mois, en fait, on s'est rendu compte que on a proposé à nos clients directement de passer au module Advance,
pour bénéficier de la partie Sandboxing Cloud qui n'était pas encore de l'EDR, mais qui approchait en tout cas une couche de sécurité qui permettait de pouvoir vraiment aller analyser plus en profondeur une menace inconnue. Donc en fait, aujourd'hui, aller beaucoup plus loin dans la protection sans pour autant alourdir les postes chez les clients ou complexifier leur utilisation. Exactement. Et en plus, on a réussi à le faire en sorte que la massification de licences qu'on avait en modèle MSP a pu se faire sans changer l'aspect tarifaire pour nos clients. Donc plus de défense pour le meilleur prix. Donc ce qui fait que c'était un win-win pour nos clients et aussi commercialement aussi auprès de nos équipes parce que derrière c'est toujours plus facile de dire on vous sécurise mieux et en plus ça vous coûtera pas plus cher mais au moins on vous conserve. Donc ça c'était vraiment un win-win sur cet aspect-là. Et puis aujourd'hui l'aspect EDR arrive en fonction de la maturité, pas spécialement des directions informatiques de nos clients, parce qu'eux, ils sont plutôt matures, mais de la maturité des directions au-dessus et du budget qu'ils sont capables d'allouer là-dessus, parce que forcément, un EDR déjà en termes d'édition, la protection va être un peu plus élevée au niveau du prix du poste, mais ça va être surtout le service et l'humain derrière, mais ce qui est logique, hein, l'humain qui surveille derrière, il a besoin de gagner sa vie également. Donc forcément, il y a un impact tarifaire qui est un peu plus important quand on vient y ajouter du SOC. Alors je reviens juste un petit peu en arrière. La différence entre EPP et EDR, ça peut sembler peut-être basique pour un certain nombre, mais est-ce qu'on peut rappeler justement cette différence, la perception et la façon dont vous allez l'administrer et apporter ce service finalement au-delà du service MSP ? Oui, oui, en effet, déjà, il y a un travail, on va dire, de lexique à aborder auprès de nos clients pour pouvoir réussir à bien les différencier sur qu'est-ce qu'un EPP et qu'est-ce qu'un EDR, et notamment la notion après de l'EPP, il sait vous protéger de tout ce qui est connu, et l'EDR, lui, il va rentrer sur une analyse d'un processus qui est inconnu, du coup, et qui va faire différentes opérations sur votre ordinateur pour pouvoir réussir à s'infiltrer, désactiver des services, notamment les services de protection en premier lieu, rester vraiment sous les radars et puis pour arriver à lancer une attaque de type chiffrement. Donc c'est vrai que d'un point de vue approche commerciale pour nos clients, on a dû déjà travailler pas mal pour évangéliser à ce niveau-là. Et après derrière, faire comprendre que l'antivirus, autant son responsable informatique pouvait être autonome à le manager. C'est qu'une base de connaissances à vérifier qu'elle est toujours à jour, que le moteur de l'antivirus est à jour, et au pire, on le désinstalle, on le réinstalle, on le répare et ça repart. Mais qu'une analyse d'un EDR, et ça, pour l'avoir fait, et avec l'aide en plus justement l'accompagnement des aides sur ces dossiers justement à vraiment, je vais dire pas valeur ajoutée, parce que vraiment l'EDR c'est vraiment quelque chose de complexe. On peut passer que par la démo, et c'est souvent ce qui a permis de pouvoir mettre en lumière, même à des néophytes, que un EDR, c'est pas si simple que ça analyse vraiment en détail le comportement des différents applicatifs qui tournent sur un serveur, sur un poste de travail. Autant sur un poste de travail, l'impact il est moindre si un utilisateur se retrouve coupé du réseau parce qu'il y a eu une détection et que la remédiation immédiate a été la coupure de réseau. Autant sur un serveur, ça peut impacter la production et qu'il est nécessaire du coup d'être vraiment sur des règles en place, des faux positifs, de cette approche sur les premiers mois de la mise en place de l'EDR, sur ce règlement des faux positifs, et après de ce suivi au quotidien et de la remédiation qu'on va y apporter. Et donc cette partie-là, par de la démo, par de l'approche vraiment... client, centré sur l'activité du client là, et sa connaissance. Exactement. On a pu montrer que oui, il faut de l'EDR, il faut un SOC derrière et qu'il faut un accompagnement de quelqu'un qui connaît et que ça s'improvise pas. D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de tes clients qui
qui comprennent cette notion d'EDR, d'analyse comportementale qui va au-delà des fichiers malveillants et qui comprennent aussi à la fois cette nécessité qu'a le SOC, parce que si tu mets un EDR mais que tu n'as pas de SOC derrière, donc SOC, Security Operations Center, donc la gestion et la supervision notamment de l'EDR, comment c'est accepté ça et comment est-ce que c'est compris par tes clients, le côté, avant je mettais un antivirus, c'était plus ou moins automatique, il y avait des technos qui tournent en fond, là il va falloir que je supervise et que je surveille. Alors, Asten, on dispose de clients qui vont de la TPE, PME de 5-10 collaborateurs à de l'ETI dépassant les 1000 utilisateurs. Certains ont un service informatique, d'autres n'en ont pas. Ceux qui ont un service informatique, responsable informatique, ça, l'EDR, ça leur parle. Les plus petits, c'est plus compliqué. C'est justement là où le travail est plus complexe. C'est toujours en cours d'évangélisation sur cette partie-là. Mais on va dire les ETI, les belles PME, quand on commence à avoir vraiment plus de 50 collaborateurs, ils sont bien au fait à ce niveau-là. Et ils ont en plus une directive qu'ils entendent parler depuis plus d'un an maintenant, qui en plus leur fait parler d'EDR, qui est NIS 2. Et donc, ils sont toujours actuellement, la question, c'est plutôt est-ce que je suis une entreprise essentielle, à quel niveau je me classe, et est-ce que je vais devoir mettre en place ce système-là. Donc, c'est plutôt un aspect budgétaire. Conformité. Budget pour me mettre en conformité qui travaillent. Ils ont connaissance du risque et ils savent ou non ce qu'ils vont mettre en place. Sur les plus petits, c'est là où c'est plus compliqué et où c'est un travail, on va dire, qui est encore en cours pour réussir à faire en sorte qu'ils comprennent là-dessus. Déjà, le travail qu'on a pu faire basculer sur une édition à un niveau complémentaire est déjà un bon travail. Et on va travailler sur d'autres aspects qui ne sont pas forcément liés à l'EDR, mais qui vont tourner autour de tout ce qui va être patch management ou sécurisation autour de la messagerie et autres. Et compléter, donc ça on va dire, on va pouvoir y répondre avec les solutions EZ, justement, de venir sécuriser du M365, venir faire du patch management ou du MDM sur les mobiles. Donc ça, on le fait et on continue à le faire avec cette partie-là. Et puis on va aussi travailler sur de la sensibilisation sur nos offres, là vraiment plutôt Asten, auprès des utilisateurs avec de la campagne de phishing et de la sensibilisation en mode salle de réunion, 25 collaborateurs ensemble et sur des thématiques en format 1h30 pour vraiment réussir à monter la sécurité au niveau de l'entreprise. Ok, très clair. Donc là, on a vraiment vu tout ce côté, on va dire, un peu technique, menaces, attaques qui ont évolué, les clients qui ont eux-mêmes besoin d'évoluer. Si je comprends bien, les petits, tu as encore besoin de beaucoup évangéliser, de beaucoup évoquer que l'antivirus n'est plus suffisant et qu'il faut passer maintenant à l'EDR. Mais tu l'as très bien dit, peut-être même avant, passer à la gestion des vulnérabilités par le patch management, bloquer les outils collaboratifs qui sont quand même un vecteur assez important de cyberattaques. Donc on voit qu'il y a une offre à la fois chez EZ et puis des briques que vous rajoutez parce que vous avez un certain niveau tel que la sensibilisation qui vont encadrer finalement, couvrir tous ces besoins. Si je reviens sur le modèle MSP en tant que tel, comment est-ce que ce modèle va te permettre soit de te différencier, soit de construire des meilleures offres? Alors tu évoquais le fait que tu avais pu monter en gamme sans impact pour tes clients. Comment ça se passe cette construction de l'offre? Alors, donc si je reviens justement sur l'avantage du modèle MSP par rapport à ce qu'on a en tant que partenaire EZ, on vend à la fois des licences en mode négoce et également en mode MSP. Le modèle MSP, justement, par rapport aux petits clients que je citais, qu'on a du mal à évangéliser, déjà le gros avantage, c'est que ces petits clients-là, on n'est pas obligé de leur fournir la licence. En tant que négoce, on n'a pas d'action commerciale, c'est-à-dire qu'on leur a fait signer un contrat initial au départ, ils avaient 3 postes, ils ont grossi, ils sont 4, ils sont 5, on rajoute une licence. La facturation, et c'est ça le point qui est important quand on est MSP, c'est bien de s'intégrer entre la console
EZ et l'outil de facturation parce que maintenant, aujourd'hui, un client, il arrive, il nous commande un nouveau PC, hop, on lui met directement son antivirus EZ en protection dessus, et puis directement, la facturation s'est adaptée et il lui a fait plus ça à cette partie-là. Donc, le gros avantage d'un point de vue effort commercial sur ces petits clients, il est de zéro maintenant. Le départ, c'était de faire le premier contrat, et puis maintenant, c'est que de l'ajout de poste. C'est le gros avantage. Et puis, nous, on le vend vraiment comme un service de sécurité, c'est-à-dire que c'est pas juste je vous fournis la licence et potentiellement un accès console, c'est je vous fournis la licence et j'ai une personne derrière qui va surveiller et qui va assurer le suivi de votre parc pour s'assurer que votre antivirus il est à jour. Et donc une vraie valeur ajoutée. Et si besoin, il va faire les opérations qui vont bien pour le mettre à jour parce qu'on ne sait jamais. Et, on connaît tous un peu l'informatique, il y a des bugs. Et du jour au lendemain, l'antivirus ne se met plus à jour. On le désinstalle, on réinstalle, ça fait partie du service. Et au moins derrière, chaque mois, notre client il reçoit un listing, un rapport qui lui dit voici la liste de vos postes que l'on protège, voici la liste des bases de connaissances. Et voilà. Et comme ça, au moins, il est sûr. Voilà l'état du parc. Et ça, le client le perçoit comme une valeur ajoutée. J'avais cru entendre à un moment certains clients qui disaient, en parlant d'ailleurs que ce soit de MSP ou de leur propre service informatique, moi, tout va bien. En fait, on n'aurait presque pas besoin du service informatique parce que tout va bien. Et en fait, c'est le contraire. C'est parce que vous travaillez dans l'ombre que ça fonctionne bien et que le client peut lui faire son métier sans se soucier de l'informatique. Ça, vous arrivez à l'établir vraiment, à faire en sorte que le client il se rende compte de votre valeur ajoutée? Oui, par en fait cette transparence de rapport qui est transmis. Et c'est en effet le seul moyen de le montrer parce que passer sur les postes pour regarder que la base de connaissances est à jour, le client il va pas le faire, mais recevoir chaque mois un rapport qui lui indique voilà tous les postes que je protège, voilà la date de la base de connaissances, et si cette date-là est égale à la date du jour du rapport, ça montre bien que le travail il est bien fait. Sachant que ce rapport-là aussi, il a vocation aussi à nous protéger, parce que derrière, on n'est pas à l'abri d'avoir un client qui va acheter un poste au magasin du coin. Ça nous est déjà arrivé parce que j'ai vu la dernière surface et je me suis arrêté, je l'ai acheté et puis voilà. Donc c'est souvent en plus des populations VIP qui le font dans leur coin et au moins l'avantage c'est que oui, mais nous on vous garantit une protection sur votre parc, mais sur le parc qu'on maîtrise. Et tous les mois, on vous envoie le rapport de ce qu'on protège. Donc, si vous avez 20 PC protégés et qu'en fait, finalement, vous faites un petit tour, vous n'êtes plus que 22, vous avez 22 PC, c'est qu'il y a un trou dans la raquette. Mais vous êtes au courant. Donc, c'est une phase de protection sur les deux. Et c'est le seul moyen aujourd'hui où on peut mettre en lumière, en tout cas, qu'on fait bien notre travail. C'est par cette partie reporting. Ok, donc ça fait partie des outils, des éléments complémentaires finalement. On parlait de la gestion des vulnérabilités, mais on évoquait également la protection de la messagerie 365. Finalement, les outils mis à disposition par EZ vont te permettre d'augmenter ta qualité, ton niveau de service et puis de valoriser ce que tu vas facturer mensuellement à tes clients. Exactement. Et puis après, si je dois continuer sur l'avantage du coup du modèle EBSP, c'est sur sa partie flexibilité. Parce qu'en effet, comme je le présentais sur ces petits clients-là, on ajoute des licences au fur et à mesure sans action commerciale. Et donc ça, c'est extrêmement pratique. On ajoute comme on enlève également parce qu'on permet aussi de faire les deux. Donc c'est vraiment le gros avantage. Et si je reviens à ce que j'expliquais aussi en début d'échange, le fait de passer de l'édition Entry à l'édition Advance, et pourquoi ça s'est fait sans revalorisation du tarif unitaire pour le poste pour nos clients, c'est parce qu'arrivé à un nombre de postes, forcément, on a un tarif qui est de plus en plus avantageux. Et on a fait le choix, en tout cas, nous, de notre côté, on a un parc à peu près, je dirais 3500 à date postes protégés sur notre modèle MSP. Où notre tarif, on a fait qu'augmenter en termes de postes. Notre tarif, le prix d'achat, lui, il a été réévalué et ça permet de se dire, tiens, non, on garde le même niveau et on a fait le choix de dire qu'un client qui ait 10 postes ou qu'il en ait 100 sur notre console MSP, il a le même tarif.
C'est le même tarif pour tous. Alors ça pourrait être retravaillé, chacun a choisi son modèle, mais nous on a pris parti d'avoir un tarif unique. L'avantage c'est que quand on a plein de petits clients, ils ont le même tarif que ceux qui vont avoir 100 postes et commercialement du coup c'est beaucoup plus simple. euh, comme approche et de dire voilà aujourd'hui votre protection elle vous coûte moins de 3 euros sur votre poste et voilà, chose que quand on va vouloir continuer à augmenter en termes d'édition et à rajouter plus de services, au fur et à mesure le prix par poste il augmente et quand on a que 5 postes des fois c'est plus compliqué là-dessus, voire même on peut avoir des blocages de certaines éditions qui vont potentiellement pas être accessibles si on n'a pas 25 postes ou autre, et c'est là que l'avantage du modèle MSP où on casse ces blocages. Et donc, en plus, vous faites bénéficier de versions avec plus de fonctionnalités, une meilleure protection à des clients qui, effectivement, ne pourraient pas prétendre à des éléments aussi élevés. Exactement. Exactement, oui, là c'est exactement le travail qu'on a en cours et sur lequel on avance. Notre modèle MSP, on restait sur vraiment du modèle Advance, mais là on est vraiment en train de monter et proposer des modèles, des éditions Enterprise pour des clients avec du SOC et autres pour venir enrichir notre offre en mode MSP. Mais on a fait le choix d'attendre d'avoir des clients majeurs, on va dire, avec un nombre de postes assez important avant de se lancer sur cette partie-là. Mais là, c'est vraiment le tournant qu'on a pris là sur 2025 où notre console MSP a à peu près toutes les éditions disponibles pour nos clients et avec du MSSP, oui, pour la partie service intégrée avec la partie SOC. Ok, très bien. Je te remercie beaucoup. C'est très, très intéressant comme échange. Je pense que ça a donné pas mal d'éclairage, soit à des prestataires qui veulent ou qui voudraient devenir MSP, d'autres qui voudraient passer au niveau supérieur en opérant un SOC, donc en faisant ce que l'on appelle le MSSP, un Managed Security Service Provider, donc un niveau supérieur. Est-ce que, pour conclure, tu aurais peut-être un conseil pour ces partenaires, peut-être un endroit où vous avez à un moment buté et puis finalement vous avez trouvé une solution ou une bonne pratique que vous avez peut-être d'ailleurs adoptée depuis le début? Je pense que je résumerai juste vraiment ce que j'ai cité là sur l'échange, c'est-à-dire que oui, il faut prendre vraiment le modèle MSP comme un fournisseur de services et non pas simplement juste je fournis une licence, juste une solution. C'est vraiment le service que l'intégrateur, que le revendeur doit mettre en avant là-dessus et vraiment bien s'interfacer avec sa solution de facturation pour être que ça consomme le moins de temps possible. Et puis après, d'un point de vue commercial, mettre en avant vraiment la flexibilité auprès de son client. Vous pourrez ajouter, diminuer vos licences, changer d'édition, augmenter le niveau de service là-dessus. Et vraiment, ça peut débloquer au niveau des budgets. Je pense après, derrière, quand on a un modèle MSP où on a vraiment une massification de licences, pour certains qui seraient un peu juste, la massification va permettre d'avoir des clients qui ne pourraient pas potentiellement arriver sur une protection qu'ils souhaitent parce que seul c'est pas possible, mais à plusieurs on va beaucoup plus loin. Ça, c'est une très bonne remarque et c'est un argument que j'avais pas forcément beaucoup entendu, le fait qu'effectivement un client de taille intermédiaire va pouvoir bénéficier de la masse de ce que va proposer son partenaire en lui permettant de monter à un niveau supérieur de protection sans pour autant être lui-même une entité importante. Donc voilà un bénéfice que je n'avais pas imaginé pour le client MSP, mais qui est effectivement un bon argument qui va permettre de monter le niveau de protection de petites et moyennes entreprises. Et il y a un élément que l'on n'a pas forcément creusé, qui est l'accompagnement qu'a apporté EZ pour te permettre de passer à ce niveau d'excellence, hein, n'ayant pas peur des mots. Comment est-ce que tu peux nous décrire ce que vous faites aujourd'hui et comment EZ vous a amené à cela? Alors, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en 2022, on était avec une solution de sécurité dont on a fait le choix de nous séparer. Et notre équipe cyber a mené un test, un benchmark sur différentes solutions. Un des points importants était d'avoir une solution, si possible française ou au moins européenne en termes de souveraineté. On voulait rester sur quelque chose vraiment de proche de chez nous. Et donc, du coup, EZ est rentré dans la liste des différents tests. Et dès le début, dès le début du benchmark, on a eu un accompagnement des équipes EZ au niveau technique sur la fourniture de licences et tout ça pour vraiment choisir et sélectionner la solution EZ en tant que telle. Et
elle a battu ses concurrents sur plusieurs critères, performance, sécurité. On avait nos propres malwares qu'on a pu développer qui ont été arrêtés. Donc voilà, chose que ça n'a pas forcément été le cas pour d'autres. Et donc ça a fait que techniquement, on a sélectionné cette solution. Derrière, on avait pas mal de critères sur la partie console MSP, gestion des droits, gestion des éditions, le management, quelque chose qui soit facile à prendre en main parce qu'on avait du coup une équipe de 6 collaborateurs à former dessus. Et donc, on a eu l'accompagnement des aides au niveau de en formation auprès des équipes. On a eu aussi tout ce qui était accès sur l'espace marketing, sur la partie formation aussi et certification pour continuer pour les nouveaux collaborateurs qui ont intégré aussi les équipes Asten depuis 2022 et qui passent par ces passages de certification et de formation. Donc ça, c'était un point où on a de l'auto-formation, mais on a aussi l'accompagnement des équipes EZ sur la partie formation technique. Et après, il y a eu tout le volet commercial, où là, on a eu vraiment un accompagnement de proximité parce que je dois dire qu'on doit avoir 2 à 3 fois par an la visite des équipes EZ en interne pour pouvoir réussir à faire soit des événements pour nos clients, soit juste de la formation des équipes commerciales pour pouvoir réussir à bien comprendre, comme on parlait en début d'échange, EPP, EDR, sur cette partie-là. Donc on a vraiment besoin de monter en compétence au niveau des équipes commerciales. Donc on a vraiment tout cet accompagnement-là. Et puis ça va jusqu'au volet marketing avec tout ce qui est goodies, livres blancs co-brandés et tout ça qui vraiment a permis d'aider sur toute cette partie évangélisation de nos clients et pas juste une évangélisation marquée Asten, mais vraiment marquée Asten et marquée d'un leader européen sur la partie cybersécurité.